Ouais, ça marche. Moi j'entends pas. C'est vrai que c'est pas très fort. Sur ma fiche, c'est marqué, j'ai oublié le O, c'est marqué Radis et QTF. Voilà, les gars, Radis. ce soir, c'est Radis et QTF, les gars. C'est Radis. Moi j'entends rien. Ils ont oublié le O. Non, mais reste comme ça. Ah, radio, d'accord. Ok, je veux dire radis, un radis. Pardon. Vous m'entendez vous? Ah ouais, bon. On n'a pas le retour, jingle. Quoi pas? Tu peux remarcher la tête haute, préviens tes apôtres. Ici Londres. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. On a le dîner, machin chouette, rien à foutre. Synchronisation des montres. 5, 4, 3, 2, 1. Bonsoir, bienvenue dans Radio C'est quoi ta France, comme tous les vendredis de 21h à 22h en direct sur VL Média. C'est l'heure de votre cours de yoga cérébral. Je suis très content de vous retrouver ce soir. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous écouter et ça fait plaisir. Ce soir, un sujet qui nous intéresse tous, ubérisation et son impact sur la société. On revient tout de suite après l'antibuzz de la semaine. Je suis Buzz l'éclair. Je viens en paix. On t'a pas demandé ton avis, on t'a juste demandé d'écouter le mien. Sois l'élève et je serai le professeur. Yes sir. Bonsoir à vous, bienvenue dans votre radio connectée. Ce soir, on va dédier notre émission au phénomène de l'ubérisation et de ses conséquences sur nos modèles sociaux. Et oui, c'est un rapport avec le système de retraite et de cotisation. Quelques chiffres pour vous ambiancer. Les 6 plus grosses fortunes d'Angleterre pèsent autant que les 13 millions de plus pauvres. À ce propos, je me demande comment va faire le couple princier pour s'en sortir. 51, c'est en euros le prix auquel a été vendu un poulet bio à Saint-Martin dans les Caraïbes. 412, c'est le nombre de baleines franches qu'il reste aujourd'hui dans les océans. 130 000 euros, c'est la somme récoltée grâce à des joueurs en ligne ou comment soutenir la grève depuis son canapé. D'ailleurs, aujourd'hui, entre 350 000 et 400 000 manifestants dans les rues de Paris, selon la CGT. Bravo pour votre mobilisation. Le président a d'ailleurs déclaré cette semaine « Essayez la dictature et vous verrez ». Donc j'en ai pris un au hasard, j'ai pris le Brésil où il y a eu 1810 personnes tuées par la police dans les rues de Rio de Janeiro en 2019. Et 2022, c'est l'année à laquelle Ségolène Royal a décidé de se représenter aux élections. Bienvenue dans votre émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Rebonsoir, bienvenue sur le plateau de C'est quoi ta France. Je suis très content de vous retrouver. On va retrouver Victoria qui était avec nous la semaine dernière. Comment tu vas, Victoria ? Je vais très bien, je suis très contente de revenir ce soir. Mais nous aussi, on est content de t'avoir. Il y a un beau sujet, il y a aussi d'autres choses à développer. Peut-être on va commencer. Tu vas nous présenter qu'est-ce que c'est que le pays des alternatives, le pays magnifique des alternatives. Super, j'ai cru que je devais parler de l'ubérisation tout de suite. Ça va venir, t'inquiète, ça va venir. Donc en fait, on se chauffe tranquillement. Le pays magnifique des alternatives, c'est le pays que je découvre depuis juin 2019. En fait, j'ai pris un congé sabbatique, une disponibilité de la fonction publique pour aller à la rencontre de personnes qui développent des alternatives à un système destructeur du vivant, ultralibéral et... Donc, ça va être tout un univers diversifié. Donc, j'ai découvert des écolieux, je découvre la permaculture, les low-tech, les habitats légers. Et en fait, sous forme de woofing ou de volontariat d'un mois dans chacune des structures. Donc on parlait des low-tech la semaine dernière, c'est vrai que ça fait un peu un contre-pied avec aussi tout le phénomène de l'ubérisation. On aura l'occasion d'analyser ça dans le mash-up ensemble tout à l'heure. C'est vrai que c'est des modèles économiques qui sont basés en fait sur la digitalisation, sur les supports numériques. Et c'est vrai que c'est un petit peu un contre-pied au low-tech dont on parlait la semaine dernière. Je continue mon petit tour de table avec Alex. Ce soir c'est piégeux parce qu'il y a deux Alex Alex Segura qui représente l'organisation COPcycle. Comment tu vas? Bienvenue à toi, merci d'être là. Ça va. Je sais pas si on m'entend en fait. Ouais, mais parle bien dans ton micro parce que sinon Cyril à la régie va me faire des gros yeux. Moi je m'entends pas, mais c'est pas grave. Enfin je m'entends de...
de l'intérieur. T'as pas le... Non, j'ai t'as pas le de... retour. c'est pas grave, mais c'est pas grave. On va voir ce qu'on peut Show faire. must go on. Mais voilà, très bien. En tout cas, nous, on t'entend très bien. Tu représentes Cop Cycle et tu vas nous en parler dans un instant, puisque du coup, ça fait partie aussi des alternatives, pour reprendre l'expression de Victoria, qui ont émergé pour répondre en fait à l'émergence de Uber et de l'ubérisation en général. L'autre Alex, comment il va ? Bah ça va très bien, merci. Merci d'être là, je suis très content de te recevoir dans Radio C'est quoi ta France ? Je suis très content d'être là, merci. Quelle est la meilleure façon de te présenter ? Est-ce que tu crois que tout à l'heure on en a parlé rapidement avant l'émission, mais je crois qu'on s'est pas arrêté sur un titre. Moi, j'allais te présenter comme un humoriste de talent. Waouh, tu m'as même pas vu encore sur scène ? Ouais, mais si, je t'ai vu, parce que tu m'as envoyé du contenu quand même. Ah, tu m'as envoyé du contenu, c'est vrai. Je vous ai déjà fait rire, donc du coup, ça marche. Tu m'as envoyé du contenu que j'ai vu, que j'ai apprécié. Et c'est vrai que tu es au Jardin Sauvage, où il y a également Lucie Carbone qui fait partie de l'émission. Oui. Et je vais venir te voir prochainement. D'ailleurs, tu passes quel jour Alors en fait, j'ai un plateau d'humoristes avec une autre humoriste qui s'appelle Nash, qui est une très très bonne amie. On l'embrasse, Nash. On t'embrasse, Nash, on te fait d'énormes bisous. Je l'ai appelé cet après-midi, elle m'a pas répondu. Alors je sais pas ce que je lui ai fait. Non mais voilà, tous les mercredis à 20h, on a un plateau d'humoristes avec 6 humoristes différents et ça dure 1 heure, c'est gratuit mais pas complètement. Voilà, à la fin, on se fait rémunérer par le chapeau. Donc tous les gens riches sont bienvenus. Voilà, merci, vous pouvez tous venir. Allez-y, Ubérisation, voilà, on reste dans le même thème. Et voilà, et c'est un endroit magnifique, c'est super de jouer là-bas tous les mercredis. Donc, et je suis en train d'écrire mon spectacle. Bah écoute, on ira te voir avec grand plaisir, on va suivre ça avec attention. Il y a beaucoup d'humoristes qui viennent nous voir, on est très contents. Petite question pour un petit peu se chauffer et rentrer dans le vif du sujet. Comment vous êtes venu aujourd'hui ? Parce que c'est vrai qu'on parle des grèves depuis la fin d'année dernière dans le format de l'émission, parce que ça a été aussi demandé par des auditeurs et par des membres de l'équipe. Donc on a même fait un mash-up sur les retraites qui a bien marché. Je vous invite à aller le voir et commenter sur YouTube, sur la chaîne Radio CQTF de YouTube. Comment vous êtes venu aujourd'hui, Victoria ? Alors moi, de façon très originale, je suis venue en RER. Ouais. Et tout s'est très bien passé. J'ai pu faire du tricot. Donc vraiment, j'ai kiffé ce moment. Ça, à mon avis, ça va ressortir. Je sais pas pourquoi, je pense que ça va rester. Voilà. C'était super, j'ai passé un super moment. T'étais pas compressé parce que en ce moment il y a quand même moins, il y a le service, c'est une sorte de service minimum, ou en tout cas il y a moins de trafic. Du coup, alors, toi tu te permets de faire du tricot. Voilà, moi je me permets de faire du tricot. Je pense qu'en plus ça apporte une dimension un peu insolite au voyage aussi des autres passagers. J'ai déjà été compressée là pendant les grèves, mais en fait pour moi c'est pas un problème d'être compressée si je peux avoir une retraite. Enfin, moi je pense que j'aurai pas de retraite, mais je pense que si mes droits sont respectés, je veux bien être compressée dans le RER. C'est une bonne formule. Je veux bien être compressé si j'ai une retraite. Écoute, exactement. Compressez-moi. Compressez pendant quelques mois, il n'y a pas de souci. Je pense que ça va ressortir également ce soir, c'est punchline sur punchline. Voilà. Comment tu es venu, Alex, ce soir ? Eh ben, pour assurer ma street cred, je suis venu en vélo. Autour de la livraison à vélo, je me suis dit que... Bien vu, bien vu. Vélo électrique ou... Je suis pas très fort en vélo, mais bon. Ouais, mais ça, j'ai des petits trous, donc voilà. Bah, du coup, il faut pédaler plus fort. Je suis venu en vélo. Il faut pédaler plus fort quand on a des petits trous. Ouais. Comme ça. Ouais. Mais j'ai aussi un problème de frein. Ah bah écoute, il fait une annonce. D'ailleurs, si vous pouviez réparer mon vélo. Dans mon sac, si tu veux. En fait, le frein, il freine tout le temps. Mais bon, bref. Mais là, tu sais, on va t'envoyer chez des copains qui sont venus nous voir pour l'émission Handicap et Accessibilité. Les petits plats de Maurice et les vélos de Maurice qui sont boulevard Richard Lenoir, je crois, dans le 11e. Ouais. Et ils peuvent réparer ton vélo. Ils sont venus nous voir et voilà, ils emploient des personnes en situation de handicap. Donc tu vas les voir de notre part. Voilà, d'accord, mais pourquoi pas. Parce qu'on fait beaucoup de mise en réseau dans l'émission aussi. C'est aussi ça le principe de l'émission. Alexandre. Avant toute chose, je pensais pas aujourd'hui entendre j'ai un problème de frein quand même. Je ne pensais pas entendre ça, je préfère quand même le préciser. Et on se prend pas au sérieux. On se prend pas au sérieux, c'est... Je rappelle l'émission sérieuse qui ne se prend pas au sérieux. Exactement. Alors d'ailleurs, comment tu es venu avec ou sans frein ? Alors moi je suis venu avec frein, je l'espère, puisque je suis venu en RER, d'accord ? Et c'était une odeur très particulière, tu vois, c'était un peu la sardine partie. Compressée du coup ? Alors pas compressée, par contre j'avais l'odeur de la sardine sans les gens autour, tu vois, j'avais qu'une personne à côté de moi. Très très agréable. Voilà, elle a oublié d'acheter son déodorant.
Bah écoutez, on l'embrasse si elle nous écoute. En tout cas, alors moi, on l'embrasse si on l'écoute. Moi, je l'embrasse pas. Moi, je l'embrasse pas non de plus. loin, on l'embrasse de loin. Alors, c'est vrai que dans ces moyens, donc par rapport à la grève, donc il y a tous ces moyens de se déplacer, etc. Il y a quand même quelque chose qui nous a marqué, c'est que on a tous, je pense, sorti notre application Uber à un moment donné pour faire un déplacement. Et du coup, moi, j'ai vu le truc, ça a bloqué directement, ça a mis autorisation bancaire, etc. J'ai dû faire un crédit sur 3 ans justement pour profitez-en, les taux d'intérêt sont bas, donc prenez Uber en ce moment, c'est formidable. Non, mais c'est vrai que ça a fait grimper les prix. Est-ce que finalement la grève, c'est pas une comment dirais-je, ça n'arrange pas aussi le business de Uber? Bah, en fait, pendant les attentats, Uber avait augmenté les prix aussi, justement, parce qu'il y avait de grosses sollicitations. Donc on peut se demander quelle est l'éthique, en fait, derrière tout ça, parce que je pense que la logique du profit, c'est pas la seule finalité. Et tu fais bien de le dire parce que ça fait partie des points que j'avais stabilotés pour vous ce soir. C'est que en fait, toutes ces organisations, on aura l'occasion encore une fois de décortiquer ça ensemble dans le mashup tout à l'heure. Toutes ces organisations, en fait, elles sont basées sur une application. La plupart des chauffeurs, c'est en train de se mettre à jour aux États-Unis, mais la plupart des chauffeurs, ne peuvent pas choisir en fait le montant de la commande. Ils n'ont pas de pouvoir là-dessus. Donc en fait, c'est même pas eux qui décident, c'est centralisé par l'organisation. Mais après, en fait, même au-delà de ça, parce que tu as dit Uber a augmenté les prix, mais en fait, on peut même pas dire que ce soit Uber qui a augmenté les prix. C'est l'algorithme qui a tout seul évalué l'offre et la demande. Et voilà, c'est les lois du capitalisme. En gros, Uber fonctionne comme ça, même au-delà d'une compagnie de transport qu'ils assument même pas d'être, parce que quelque part, voilà, quand Uber on le met en face de ses responsabilités en tant qu'employeur d'un grand nombre de chauffeurs, en gros, ils disent non, nous on est juste une entreprise technologique. Donc en fait, tout à fait. Uber, tout ce qu'il fait, c'est fixer des prix. Enfin, c'est ça. Ça force. Pour rebondir sur ce que tu dis par rapport à cette augmentation de prix qui serait liée juste à un algorithme, pendant les grèves, il y avait eu une polémique avec Flixibus où justement les prix les prix avaient explosé en fait pendant les grèves. Ils avaient été interpellés sur Twitter en leur demandant mais vous faites de l'argent sur le dos de la grève, et ils avaient répondu mais c'est pas notre faute, c'est l'algorithme. C'est l'offre et la demande. Voilà, c'est ça. C'était privé, Flixbus, c'est ça? Je crois que c'est des bus qui ont été mis en place suite aux suppressions de trains. Mais ça appartient pas à la SNCF Non, ça appartient pas à la SNCF. Non, je dis ça parce que je le prenais à une époque pour aller notamment à Bruxelles, parce que j'habitais là-bas. Mais du coup, je savais pas si c'était privé ou public. C'est ce qu'on appelle les bus Macron. Exactement, je voulais pas le dire. Macron, il avait libéralisé l'autocar. Il avait libéralisé l'autocar, ce qui avait permis à ces compagnies-là de... Blablabus. Fleurir. On a bien fait de voter pour lui. Alors, comme ça, c'est dit. Voilà, passons à autre chose. Ça, c'est du programme. Bon, je vais y aller. Du coup, non, mais toi, t'es un spécialiste, en fait. Je te remercie de préciser. Non, parce que tu connais bien, en fait, le secteur du transport, quand même. Et l'impact de la tech. Est-ce que tu peux nous présenter CoopCycle, l'organisation que tu représentes ce soir et tous les jours? Ouais, je vais essayer de faire ça bien. Je sais que tu fais ça. Donc, après, bon, j'aime pas trop les citer, mais c'est plus simple pour la compréhension de tout le monde. Donc, CoopCycle, en gros, c'est une alternative, on va dire, à tout ce qui est Deliveroo, Uber Eats, donc on va dire la livraison de repas à domicile, mais pas uniquement. Bon, voilà. Mais donc, nous, en réponse à ça, la grosse différence qu'on a, c'est que les livreurs, ils sont organisés sous forme de coopérative. Tout à fait. Donc, ils sont propriétaires de leur outil de travail, j'ai envie de dire. Enfin, ils sont pas complètement atomisés et sans aucune voix sur... en gros, c'est les patrons. C'est tout... Parce que quand Deliveroo te vend en gros son job, il te dit vous pourrez choisir vos horaires, vous serez votre patron, etc. Enfin, en gros, bon, à part le fait que tu vas créer une auto-entreprise pour avoir un véhicule légal pour encaisser de l'argent, tu seras libre de rien du tout. Tu choisiras pas tes horaires, tu choisiras pas tes tarifs. C'est-à-dire un véritable auto-entrepreneur, il devrait pouvoir dire moi je demande 5 € la course. Bon, 5 € la course c'est que dalle, mais genre moi je demande tant, voilà. Donc, et en fait là c'est pas du tout le cas, c'est ce qu'on appelle des travailleurs indépendants mais économiquement dépendants, voilà. Donc nous
COPCycle, c'est c'est ce qu'on dit régulièrement, c'est une fédération de coopératives à vélo. C'est-à-dire que dans chaque ville, il y a une petite coopérative qui se crée et elles s'assemblent tout ensemble pour faire un réseau plus grand, quoi. Non, mais après, ça reste local. Et nous également, ça, bon, je ne l'ai pas dit, mais j'aurais dû le dire depuis le début, nous également, on crée notre plateforme nous-mêmes. On crée la plateforme nous-mêmes, c'est moi qui l'ai fait d'ailleurs. Et elle est en open source avec quelques restrictions justement pour empêcher qu'il y ait des gens qui refassent des conneries dans le même style avec. Donc en gros, c'est si tu veux utiliser notre plateforme, tu es obligé d'être une coopérative. Voilà, c'est pour inciter pour être dans un cercle vertueux où en fait, c'est-à-dire que nous, on fait quand même quelque chose de à peu près gratuit, mais en échange, on demande un effort sur le modèle social de l'entreprise. Exactement, très bien. Bah, écoutez, bravo à vous. Ça fait combien de temps que vous existez comme ça? C'est ce que j'avais demandé. Ça existe après, ça a commencé en mode underground, on va dire, en fin 2016. Ouais, c'est ça. C'est à l'époque qu'on s'est rencontrés. Ouais, je crois. Ouais. Et en fait, moi j'ai commencé COPCycle quand la société Take It Easy, je sais pas si vous connaissez, c'est une start-up belge. Elle a fait faillite. C'était en août 2016. Tout à fait. Et donc bon, j'ai passé les détails, mais en fait moi j'ai commencé à ce moment-là. Et donc on va dire voilà, après bon, à l'époque c'était complètement underground comme je disais. Et on va dire c'est devenu vénère à partir de la mi-2017, on va dire. Voilà. Très bien. Vous êtes combien aujourd'hui dans la communauté Après, en termes de quoi, de coopérative? Ouais, les personnes qui utilisent qui utilisent la plateforme. Je saurais pas le dire en fait, mais on va dire qu'il y a une dizaine de coopératives qui utilisent notre plateforme et qui font aussi, qui font partie de notre réseau et vraiment bien impliqués. Et une autre dizaine qui sont un peu dans les starting blocks, quoi. Ok, donc ça fait une vingtaine de coopératives avec lesquelles... C'est pas que en France. Hein, d'accord, est-ce que tu peux préciser peut-être où est-ce que vous vous trouvez? Parce que ça peut peut-être nous donner une idée de... On est à Madrid, à Grenoble, à Bordeaux, à Paris, à Poitiers, à Berlin, à Hambourg, à Bruxelles, bien entendu. À Bruxelles, c'est là où tout a commencé. Et en fait, j'ai oublié des villes au passage et ils vont m'engueuler. Mais vas-y, parce qu'on veut pas que t'aies de problème. Sinon, appelez-nous et puis on vous passe à l'antenne. On fait une petite mise au point avec notre ami Alex. En gros, voilà. Et donc, nous, on voudrait qu'il y en ait encore plus, quoi. Mais du coup, juste pour bien comprendre, cette coopérative, elle permet en fait aux livreurs à vélo de fixer eux-mêmes les prix des commandes. En fait, j'ai du mal à comprendre ce qui change par rapport à l'ubérisation classique en fait, dans ce domaine-là. En fait, c'est plutôt que nous, on a un gros versant technologique, bien sûr, mais pas que, parce qu'on est... en fait, rien que juste le fait d'être plusieurs petites entités ensemble, ça nous permet de mutualiser des choses. Bon, il y a la technologie, effectivement, mais ça nous permet aussi de, par exemple, aller voir des assureurs pour leur demander des prix inférieurs, ou d'aller démarcher des groupes qui sont présents dans plusieurs villes de France et pour avoir, pour aller démarcher, une chaîne de magasins bio, disons, par exemple. Mais en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est plutôt que nous, en gros, l'outil qu'on fournit, c'est un outil d'émancipation. C'est-à-dire, en fait, en gros, on leur dit, vous en avez marre de travailler pour Uber, Deliveroo, vous voulez créer votre propre société, mais vraiment, allez-y. Et nous, on vous aide en vous fournissant l'outil technologique et quand même un investissement en termes de recherche et développement. Enfin, développer sa propre app, sa propre plateforme, c'est minimum, 300 000 €. Hein. Et encore, après, tu vas devoir assurer la maintenance. Et puis, il y a quand même un truc il faut référencer ton app. Vous prenez une commission sur les transactions? Comment ça, le modèle? Non. Okay. En fait, nous, chaque coopérative, chaque coopérative, elle a quelque part une copie de la plateforme, on va dire, pour faire simple en termes techniques. Et elle est branchée direct à son compte en banque, quoi. Nous, on fait. D'accord. Vous donnez juste l'outil et vous dites, pour que vous utilisiez l'outil, vous devez être une coopérative. Ça. Ok, très bien. Donc c'est une philosophie un peu de modèle. Et par rapport aux consommateurs, qu'est-ce que ça change concrètement? On espère rien. Après, notre site, il est peut-être moins bien fait que celui de Deliveroo. Mais c'est pas vrai. Il est incroyable. Je vais commander ce soir en rentrant. Parce qu'on n'a pas 20 designers et 50 développeurs. Mais en fait, moi, personnellement, en fait, ce que j'aimerais, c'est que quand il y a quelqu'un qui arrive sur COPCycle, en fait,
ils le fassent même pas dans une démarche de, je sais pas, éthique ou en fait qu'ils s'en rendent même pas compte. Ce serait là où je serais content en fait, que en gros ça fasse aucune diff quoi. Mais bon, on n'est pas encore là. Pourtant, c'est la beauté intérieure. C'est vrai. Hein? Alors tu parlais d'open source. Victoria, toi, il y a des initiatives. Alors, l'open source, je rappelle rapidement pour les auditeurs qui ne connaissent pas forcément, parce qu'on emploie un peu des mots techniques. L'open source, en fait, en l'occurrence, c'est du code. Ça permet aux personnes de l'utiliser. Et de faire vivre toute la communauté. Merci parce que j'avais rien compris. Merci. Voilà. En fait, c'est-à-dire, vous pouvez utiliser en fait la technologie de CodeCycle. J'imagine toi, Victoria, que tu as vu d'autres initiatives open source parce que c'est une philosophie, de collaborative, c'est une philosophie de partage. Et est-ce que tu peux nous en citer quelques-unes ? En fait, déjà, je voulais rebondir par rapport à voilà, parce que en fait, je trouve que c'est hyper intéressant de pointer du doigt le fait que l'ubérisation classique, en fait, a fait croire à un mythe de liberté aux travailleurs et en fait, ça ne les a pas libérés et ils ont été encore plus précarisés. Et en fait, ça me fait penser à un réseau d'entreprises que j'ai découvert pendant mon tour des alternatives. Ce sont des entreprises en fait qui pratiquent l'autogestion et la gouvernance horizontale dans leur fonctionnement. C'est-à-dire que c'est souvent des coopératives. C'est-à-dire que c'est des entreprises qui donc ont un business. Par exemple, celle à laquelle je pense, c'est un business de yourtes. Donc, ils proposent à des personnes de construire des yourtes dans l'atelier ou les livrer. Et en fait, eux, ils fonctionnent en horizontalité, donc sans chef. Ils sont en autogestion, donc il y a un roulement sur les tâches et ils apprennent justement à être maîtres de leur outil de travail, c'est-à-dire que chacun dans l'atelier va à un moment pouvoir faire le secrétariat, l'administratif, va à un moment pouvoir faire la menuiserie, faire la couture et en fait... L'autogestion et la gouvernance partagée, horizontale, c'est aussi un moyen en fait de revenir maître de son outil de travail et de s'émanciper par le travail parce que en fait c'est possible. Et pour les personnes qui seraient intéressées justement par cette fonctionnalité, enfin ce fonctionnement en entreprise, en fait il y a beaucoup de structures qui pratiquent l'autogestion et la gouvernance partagée qui se sont rassemblées autour d'un réseau qui s'appelle le réseau REPA, réseau d'entraide des pratiques alternatives et solidaires. Et il est possible de faire un compagnonnage d'1 an en fait dans différentes structures en étant accompagné en fait, de pas être un peu dans le vide quand on fait. C'est du tutorat, c'est ça ? C'est un compagnonnage un peu comme les compagnons du devoir qui font 10 ans autour des métiers de l'artisanat. Là, c'est un compagnonnage d'1 an dans différentes structures qui pratiquent l'autogestion et donc ça permet ensuite de les implémenter dans sa boîte. Et du coup, au niveau de l'open source, du libre accès, ce dont j'avais parlé la dernière fois, c'est vraiment les low-tech. Aujourd'hui, le principe... Donc les low-tech, c'est le contraire de high-tech, donc basse technologie, de pouvoir de créer des technologies qui sont donc locales, durables, avec des matériaux faciles à construire et autonomes. Et en fait, l'idée, c'est de pouvoir de pouvoir donner à tout le monde l'accès à ces technologies, que chacun puisse les reproduire chez soi. Je suis d'accord avec tout ce qu'elle a dit, merci. Tu connaissais ou pas avant de venir ici ? Pas du tout. T'as bien fait de venir. Oui, j'ai bien fait de venir. Ça me donne envie d'utiliser le service. Cyril, est-ce qu'on peut passer au mashup de la semaine ? Je vois un pouce en l'air, merci beaucoup. Alors c'est parti, jingle mashup. C'est votre premier mashup à tous les deux ? Oui. C'est le 13e de la saison, j'en profite pour saluer Captain. Et puis on a mentionné les retraites, on a des membres de l'équipe qui étaient à la manifestation aujourd'hui. Peut-être qu'ils vont nous raconter ça dans les semaines prochaines. En tout cas, c'est l'heure du mashup de la semaine. Ladies and gentlemen, let's get ready to rumble! Round 1, fight! Comme chauffeur, tu penses que tu vas gagner plein d'argent tout en étant libre et indépendant. Mais c'est un peu plus compliqué. Ubérisation. Le mot fait trembler les entreprises du monde entier. Mais que signifie cette expression ? Excusez-moi, vous avez un chargeur ? Oui, tout à fait. Alors, j'ai iPhone 4, iPhone 5, iPhone 6, iPhone 10, YY et j'ai même une prise Péritel. Voilà. Ces mots viennent de l'entreprise Uber, créée en Californie en 2009. De là vient la notion d'ubérisation de l'économie où s'invente un modèle d'emploi mondialisé et ultralibéral dans le domaine des services.
Lui a été coursier à vélo pour Take It Easy, une société de livraison de repas. Via cette plateforme de mise en relation, il travaillait 7 jours sur 7, pour 800 € par mois. Comme tous les soirs, depuis que t'es chauffeur Uber, tout le monde t'attend à la maison. Alors tu vas pour te déconnecter de l'appli. Sauf que t'as pas gagné assez aujourd'hui. Allez, encore 2-3 courses. Avec un peu de chance, tu seras rentré pour le dessert. Faute de CDI, ce père de famille a bien du mal à se verser un SMIC, malgré les heures au compteur, jusqu'à 65 heures par semaine. Dans l'hôtellerie, dans la restauration, dans tous les domaines ou presque, chacun peut désormais proposer ses services moyennant quelques dizaines, parfois même quelques centaines d'euros. Tu connais Hitch? C'est Uber pour les pauvres, sérieux. C'est toujours un daron chauve, en pyjama, qui te raccompagne en Renault Kangoo. T'as vu ou pas? C'est chelou. On est sur la plus grande fraude aux cotisations sociales qui n'a jamais eu lieu en France. Ces sociétés se sont installées et se sont dit « je ne paierai pas les cotisations sociales qui sont normalement applicables ». En plus, je sais pas si tu sais, mais comme ils s'en embrouillent avec Uber et taxi, t'as pas le droit de monter à l'arrière du véhicule. Genre tu dois monter à l'avant et faire genre que tu le connais. Je te jure, hier il m'a fait flipper, hier soir il m'appelle, il me fait « Ouais salut, c'est Eric. Quand tu montes, tu feras gaffe de pas te faire repérer. » Et il a raccroché. C'est votre chauffeur Uber là. Oui, ça fait 10 minutes que j'attends là, vous voulez que je parte ou c'est Ah ouais, j'ai pas vu. Ok, bah descendez s'il vous plaît. Je vais partir. Ouais, on arrive. Je sors du boulot et je vais avec ma collègue en boîte de nuit. Nous buvons beaucoup de verre et il s'avère qu'il est tard et qu'il est 5h du matin et qu'elle commande un Uber pour que je rentre chez moi en sécurité. Et moi je m'écroule sur la banquette arrière. Je suis rentrée chez moi 1h30 plus tard. Ça, je suis dans la city everyday. Je l'ai fait danser, je peux pas l'expliquer. Mexicaine ne fait que m'exciter. Je suis toujours allongée, je calcule rien, j'ai envie de vomir, je pleure et à un moment donné ça s'arrête, la portière s'ouvre, je rentre chez moi, la culotte descendue, j'ai été violée. Je porte plainte, mais 2 heures après, je crois. Et ils m'ont emmenée en voiture avec les gyrophares pour faire des prélèvements vaginaux, anaux. L'ADN a parlé et il s'agit du frère du chauffeur que j'aurais dû avoir. Quoi que je dis sont sur mes côtes, faut que ces bitches sont sur mes côtes. Uber n'est pas sécurisé dans ce sens qu'il est très facile de s'ouvrir son compte à autrui. Et dans mon cas précis, il avait déjà fait office de 7 condamnations auparavant. C'est pas fini, je monte dans la voiture et au bout de 3 minutes de route, le gars il reçoit un appel, je te jure que c'est vrai. Et il y a écrit Gauthier prison. Et au moment où il reçoit l'appel, il clique sur ignorer et il me regarde discrètement pour voir si j'ai vu. Et tu sais, il a commencé à accélérer. C'est tellement vite qu'à un moment dans ma tête, j'ai cru qu'on allait chercher pour le faire sortir de tôle, le gars. Ouais. Y'a pas de. Ouais, non, t'inquiète. Mais ferme ta gueule, qu'est-ce qu'il y a? Tu vas pas chez Hôtel? C'est ça que tu cherches? Tu veux chercher ton iPhone? T'as payé pour ça? Ah, ferme ta gueule alors! Il a cru que j'étais EDF. Il m'a mis 5 étoiles! Oh! Yes! Rebonsoir, bienvenue sur le plateau de C'est quoi ta France. Je vois que ça t'a aspiré des commentaires. Alors il y en a c'est sur le fond, d'autres c'est sur la forme. Chacun son truc. Du coup, vas-y Alex, est-ce que tu veux réagir au match-up? Est-ce qu'il y a un élément que tu veux faire ressortir? Non, mais en fait, c'est vrai que je veux parler des libertés que les chauffeurs prennent. Tu parles de ce que tu veux, c'est parle de ce que je veux. Ok, d'accord, allez, c'est parti. Non, c'est les libertés que les chauffeurs prennent. D'ailleurs, j'ai écrit sur ça. C'est très difficile. À chaque fois que je prends un Uber, je sais que je vais tomber sur quelqu'un qui va prendre des libertés, ou la plupart du temps qui va prendre des libertés qui vont me mettre mal à l'aise. Et là, c'est ce qu'on voit. L'humoriste a parlé de ça. Je me rappelle plus de son nom, c'est quoi déjà? Mister V? Samy. Ah, Mister V, Samy, celui qui est au Jamel Comedy Club. Oui, c'est ça, Samy, ouais, voilà, c'est ça. Et en fait, c'est vrai qu'ils prennent des libertés, mais c'est incroyable. J'en parlerai tout à l'heure dans ma chronique. Très bien, bah écoute, ne tease pas trop, enfin ne spoil pas trop ta chronique. Non. On va attendre ça tout à l'heure avec grand plaisir. Je crois que Alex, tu voulais réagir sur un point particulier. On t'écoute. Qu'est-ce que tu veux faire ressortir? Ouais, après c'était un peu dans le. C'était un peu dans le mash-up à Oumandouille, il y avait le mec qui bossait pour Take It Easy. Ouais, en fait, moi, ça doit te parler ça. Ouais, bah... ouais, forcément. Ouais. Et moi je voulais un peu insister ou élargir le truc sur le fait que on a pas mal parlé de l'aspect technologique des plateformes ubérisantes, on va dire. Mais pour moi le véritable... pour moi c'est un faux-né la technologie, parce que
Enfin, pour moi, ce qui est vraiment à la base de l'ubérisation, c'est le travail indépendant, quoi. C'est-à-dire, en fait, il y a plus de... Enfin, on l'a vu avec ceux dont ils sont accusés. Effectivement, il y avait un monsieur qui disait fraude aux cotisations sociales. C'est parce que Uber, ils vont dire ah mais non, mais nous, on n'est pas un employeur. Hein. Nous, on met juste en relation des gens. Après, ils se débrouillent. D'où, effectivement, le truc où c'est le bordel. Il y a des gars qui font n'importe quoi. Et après, ils font ah mais non, nous, on n'est pas en plein. Nous, c'est pas notre problème. Nous, on met juste en relation des gens. C'est une espèce de vide juridique, en fait. En fait, non, c'est pas une histoire de vide juridique. C'est que c'est une étape supplémentaire de l'agenda néolibéral. C'est-à-dire, en fait, c'est-à-dire, il faut bien comprendre que les néolibéraux, tant qu'ils nous versent des salaires, ils sont pas contents. Hein. Enfin, genre, en fait, tant qu'on leur coûte de l'argent, s'ils pouvaient revenir à l'esclavage, ils le feraient. Enfin, genre, moi, j'abuse un peu, mais volontairement, mais voilà, quand même. Non, je comprends la métaphore. On en est là. Donc, en fait, il y a vraiment, c'est-à-dire, dans tous les pays où justement il y a des procès en cours, là, il y a 2 jours, à Madrid, en Espagne, on a beaucoup d'amis qui sont dans la lutte. Pour faire reconnaître pour faire reconnaître justement la qualité de salarié, la relation salariale qui est en fait de subordination, la relation de subordination. Bien sûr. Parce que le salariat, c'est une relation, c'est-à-dire en fait on échange de l'argent contre sa subordination. C'est-à-dire on dit ok, je vais venir tous les matins à 7h, je vais repartir à 18h et en échange tu vas me donner de l'argent tous les mois mais tu vas me donner tout le temps de l'argent. Les élections c'est l'inverse. Hein. C'est parce qu'en fait ils sont vachement protégés aussi. Désolé, je te coupe, mais je me faisais chier un jour et j'ai regardé le code de conduite. Non mais vraiment, je me faisais vraiment chier. Je regardais le code de conduite de Uber, des passagers, des conducteurs. Ouais. Alors les conducteurs c'est vraiment très tranquille. Ouais. Et les passagers, tu as un parchemin. Non mais c'est en fait ils sont extrêmement protégés en fait. D'accord. Il y a vraiment des lignes qui montrent qu'ils sont très protégés et que justement c'est en train de changer avec tout ce qui est en train de se passer là, mais est-ce que tu lis aussi toutes les notices et les modes d'emploi Non, j'ai quelqu'un à la maison pour le faire, mais non, je ne fais pas ça. En fait, je me suis renseigné pour mon sketch sur Uber, et du coup, je me faisais vraiment chier aussi. Donc, je me suis dit, on va regarder la FAQ, hein, c'est bon, on va le faire. Et en fait, je me suis rendu compte que, en fait, ils sont protégés, les mecs. Les chauffeurs sont protégés. Protégés dans le sens où les lignes directrices pour le comportement qu'ils doivent adopter sont pas, c'est pas dingue quoi. C'est assez flex et pourquoi pour les utilisateurs c'est beaucoup plus strict. Moi j'ai trouvé, mais c'était parce que pour autant j'ai entendu parler d'une histoire où, je pense que c'est arrivé plusieurs fois, d'un chauffeur Uber qui pouvait être mal noté. Et qui pouvait être viré de la plateforme, c'est-à-dire qu'en dessous d'un certain score, il est viré du jour au lendemain. Ouais. Après, sur la note, mais c'est pas sur la ligne de conduite, c'est sur ce qu'ils doivent. D'accord. Non, mais en fait, t'es pas viré, mais c'est juste que. En fait, c'est avoir moins de 5 étoiles. En gros, tu baisses dans le ranking de l'algorithme. C'est-à-dire, en fait, tu seras moins proposé. C'est pareil sur les plateformes comme Uber, Deliveroo. Ah bon ? Ok. On va faire je te dis, en mois de février, on fait un format sur amour et numérique. Je sais pas si tu seras là ou si tu seras en vadrouille. Mais tu vas quand même, tu t'appelleras à l'émission, on te suivra en direct, on suivra tes rencarts, on suivra les rencarts de Victor, on verra comment ça se passe. Les rencarts alternatifs. Mais après voilà, moi ce que je voulais dire c'est que le salariat, même si ça peut ne pas faire rêver de nos jours, y compris moi, je veux dire, c'est vrai qu'aller avoir que 5 semaines de congés payés par an, être tous les matins au boulot, voir les mêmes gueules de cons et tout, c'est chiant. Genre, mais c'est bon, même si les collègues. Du coup, on embrasse tes collègues. Ou selon les travails. Non, ou même selon les travails. Si vous nous écoutez. Ou même si les collègues sont sympas. Même si les collègues sont sympas, le travail est chiant, donc ça revient même. Mais en fait, mais par contre, le salariat, c'est issu de haute lutte. Et en fait, ça veut dire le salariat, en gros, avant. Il faut bien comprendre en fait au 19e siècle comment ça se passait dans les usines. En fait, c'est-à-dire qu'en fait tous les gens qui cherchaient du travail, ils allaient sur ce qu'on appelait la place de grève justement, et ils allaient et le patron il arrivait, il disait toi comme aujourd'hui à la sortie des bricots dépôts, il y a des gars qui font ça. En fait avant c'était comme ça, c'est-à-dire et on a obtenu les travailleurs, le mouvement ouvrier, il a obtenu de haute lutte de dire ok maintenant j'en ai marre, moi tous les mois tu vas me verser le même salaire, qu'il y ait du travail ou pas. Et donc en fait c'est ça qu'on veut détruire là avec l'ubérisation. Mais justement tout à l'heure Bernard tu parlais de vide juridique et en fait je pense que c'est hyper intéressant de soulever ce point parce que la période dont tu parles, il y avait
il n'y avait pas le code du travail. Et en fait, petit à petit, le code du travail s'est renforcé, notamment avec le Front populaire et les grosses manifestations. Et en fait, justement, aujourd'hui, la tech, en fait, accélère tellement nos modes de vie et enfin des paradigmes sociétaux qu'il y a une inertie juridique et en termes de législation. Et justement, si aujourd'hui les travailleurs se saisissent de ça et font une pression en fait sur le gouvernement, sur les citoyens pour qu'ils puissent être protégés, enfin, il y a vraiment quelque chose à gagner là-dessus. C'est pas uniquement, merci pour ces précisions qui sont très pertinentes. C'est pas juste une question de, comment dirais-je, d'inertie, parce que c'est le cas également, mais pas uniquement. C'est-à-dire que, à mon sens, il y a également le fait que ces organisations, elles sont mondiales en fait. Elles sont, ok, ça démarre en Californie, mais elles sont sur des différents types de marchés, la Grande-Bretagne, la France, etc. Tu en citais tout à l'heure, et qu'en fait, il n'y a pas de contre-pouvoir juridique supranational qui permet de créer rien qu'une discussion ou une négociation. Ouais, après, même les syndicats au niveau européen, pour en avoir rencontré quelques-uns, c'est moins bien organisé qu'au niveau national. Oui, faut le savoir. Sûr, mais après, moi, je suis d'accord qu'il y a une. Non, mais vas-y, si super. Tu as le droit de pas être d'accord. Il y a le mot disruption, mais comme on dit, en fait, ces entreprises, elles arrivent et elles disruptent le truc. C'est-à-dire, en fait, effectivement, comme tu dis, elles ont un temps d'avance sur les gouvernements qui sont censés légiférer sur ce genre de trucs. Mais, enfin, moi, de mon point de vue, bon, en tout cas en France, Macron et compagnie, ils sont à fond sur Uber et compagnie. Enfin, genre, eux, je pense pas qu'ils comptent légiférer sur quoi que ce soit. Je l'ai pas croisé dans le RER encore, mais. Aurélien Taché ou Taquet, je sais pas comment on dit là. En fait, c'est lui c'est un mec de La République En Marche là. C'est un député de La République En Marche. Enfin, il était censé prendre le dossier. C'est lui qui a fait le truc des chartes de responsabilité des plateformes. Je sais pas si vous avez entendu dans la loi d'orientation des mobilités. Non, c'est-à-dire en fait dans la loi d'orientation des mobilités, il y avait un truc pour que en gros les plateformes, on leur disait parce que les livreurs, ils exigeaient une représentation collective, c'est-à-dire pouvoir faire des syndicats au minimum. Et dans la loi, ce qui était proposé, c'est qu'en gros, les plateformes émettent des chartes, donc juste en gros, genre de texte qui dit on va faire ci, on va faire ça, et c'est tout. On va dire, il y avait rien de spécial. Et en échange, si les plateformes émettaient des chartes, ensuite les livreurs ne pouvaient plus demander la requalification en salarié auprès des tribunaux, quoi. Donc en fait, c'était vraiment une vaste blague, quoi. Enfin, donc en fait, moi bon, ça dépend des pays, je pense, mais je pense qu'en France, en gros, il n'est pas du tout question de ralentir la croissance de ces. Et ça, en fait, ça me fait penser. C'est vrai que on peut dire qu'il y a une inertie, mais ça me fait penser, par exemple, aux habitats légers. Aujourd'hui, en fait, les habitats légers fleurissent. Il y en a de plus en plus dans toute la France. Enfin, des caravanes, des yourtes, etc. Et en fait, là, il y a une loi qui est passée justement pour permettre aux maires, de mettre une amende aux habitats légers qui sont non déclarés et pas acceptés par les mairies de 500 € par jour. Alors qu'on sait que ces personnes-là, en fait, c'est souvent des personnes qui ont fait le choix ou qui n'ont pas fait le choix, mais en tout cas qui sont dans une certaine précarité financière et qui, en fait, 500 €, c'est même pas leur budget du mois ou c'est leur budget sur plusieurs mois. Et là, par exemple, sur ce sujet-là, il y a eu une réaction directe du gouvernement. Enfin, je sais pas si ça a été un projet ou une proposition de loi, mais en tout cas, le truc, il y a une réglementation par rapport à ça. Alors qu'en effet, le vide juridique sur l'ubérisation, on attend toujours qu'il disparaisse. En tout cas qui se remplissent. Ah, mais il n'y a pas de vie juridique, hein. Mais en fait c'est plutôt qu'il y a une lenteur il y a eu une lenteur à réagir, et là sur ce dont on parlait, c'est-à-dire le salariat déguisé, en fait, c'est ce mot qu'on utilise, quoi, c'est-à-dire la relation qu'il y a entre les livreurs et les livreuses des plateformes et les plateformes, c'est du salaire déguisé. En fait, mais il est hors de question, a priori en France, de changer quoi que ce soit là-dessus. Justement, je pense que la question qu'il faut qu'on se pose tous, c'est comment en fait créer un cadre juridique à l'ubérisation, en fait. Comment, parce que c'est quand même un outil qui est intéressant. Mais le temps qu'on discute et que ce soit le gouvernement ou les ministères qui discutent de ces sujets-là, en fait, Uber, pendant ce temps-là, présente des nouvelles fonctionnalités qui permettent à ses chauffeurs de fixer leurs propres tarifs. Ce qui fait que la course est pas aux États-Unis, c'est ce qu'ils ont fait. Ah bon? Oui. Ah ouais, je savais pas.
retrouver l'info. Je crois que c'était sur. C'est dans une ville ou c'est dans tous les États-Unis? C'est sur Libé, je peux te l'envoyer. J'ai vu ça tout à l'heure en préparant l'émission. C'est possible qu'il y ait des juridictions ville par ville, mais genre, ok, d'accord. Mais c'est je comme ça connais pas le détail. aux États-Unis. Je connais pas le détail précis, mais en tout cas, ça fait partie des petits leviers, des petites astuces qu'ils ont trouvées pour dire, en fait, nous on n'impose rien, c'est eux qui commencent à choisir. Et c'est vrai que ça prend cette inertie, ça prend du temps pour que ça se mette en place, pour que les solutions se mettent en place. Et notamment un chiffre que je voulais vous citer parce que ça faisait partie du mash-up, c'est que la notion de responsabilité, parce qu'il y a eu plein d'agressions et plein d'affaires. Je crois que juste un chiffre pour vous le donner. Uber aux États-Unis, il y a eu admet 6000 viols et agressions sexuelles. Donc en fait, il y a quand même déjà c'est ce qu'ils admettent. Donc c'est la partie immergée de l'iceberg. Alors, il y a eu 600 viols et il y a eu 4200 agressions sexuelles en 2 ans. Voilà, donc merci pour la précision. Donc ça pose la question de la responsabilité aussi de l'entreprise. Bon après c'est comme dans la société en général. Mais c'est horrible. Voilà, donc ça pose des vraies questions sociétales. Est-ce que le gouvernement, le ministère propose des réponses qui sont suffisamment rapides et efficaces? A priori non. Mais après pour nous il y a aussi parce que tu disais c'est un levier libération. Enfin franchement en vrai je suis d'accord sur le fait que pour nous à la rigueur si Uber et compagnie c'était des sociétés nationales. Enfin, en fait, moi je dis nationalisons. Non. Moi je dis c'est rendons la technologie, faisons des services publics numériques quoi. Genre, ça c'est une très bonne idée ça. Est-ce que tu peux te développer rapidement avant qu'on passe à la chronique en fait, après c'est. T'as peut-être une idée, t'as peut-être un dossier comme ça. Alors, franchement, on va faire plein de formations. Après ça existe déjà quelque part. Il y a le c'est quoi, c'est le secrétariat d'État au numérique où il y avait Monsieur Majouki, c'est ça? Il y a Etalab et Betagouv qui développent des services du Premier ministre qui développent des outils pour les citoyens qui servent pour faire ces démarches en ligne. Moi je travaille à la ville de Paris, du coup je connais un peu ce genre de plateforme. Après c'est par exemple la ville de Paris va avoir recours à des vacataires dans l'animation par exemple et je ne sais pas si ça peut être similaire à l'ubérisation, mais pour faciliter la mise en relation des vacataires avec les missions disponibles, il y avait des plateformes justement qui étaient créées, des plateformes numériques pour faciliter cette mise en relation. Aujourd'hui, il y a ce genre de process qui est en train d'être développé au sein du service public. Après, c'est pas exact. Mais après, moi, ce que je voulais dire, c'était plutôt que par exemple, quand j'ai commencé Copsacle, il y avait en même temps, il y avait des mecs, ce qu'ils voulaient faire. Et des meufs d'ailleurs, ce qu'ils voulaient faire, c'était transformer Twitter en coopérative. C'est un peu ça qui m'a aussi donné l'idée. C'est l'ADN espagnol ça. En fait, moi ce que je veux. C'est l'ADN espagnol ça. De quoi? C'est l'ADN espagnol ça. Probablement, j'ai un peu d'ADN espagnol. Et c'est vrai que les premiers mouvements sociaux sont passés sur les révolutions sont passées sur après les indignés de Wall Street, c'était sur Twitter qu'ils se sont mobilisés. Mais pour moi en fait, c'est juste que ces plateformes aujourd'hui Internet en fait c'est-à-dire moi Internet je l'ai vu arriver. Espagnol LV2 mon vieux. On se refait pas. Moi Internet je l'ai vu arriver. Au début Internet c'était le cyberespace, c'est-à-dire tu avais une vie différente sur Internet. Maintenant Internet ça a un impact sur la vie réelle, on peut le voir. Il y a plein de gens qui travaillent à travers des trucs Internet. Genre il se passe un truc sur Twitter, ça peut te ruiner ta carrière ou je sais pas quoi. Moi il y a pas de problème, mais en fait je pense que toutes ces plateformes y compris Facebook et compagnie, en fait ils ont une telle responsabilité maintenant. Ils ont quand même fait élire Trump, on peut dire, Facebook. C'est vrai que je le simplifie. Mais ils ont un impact sur le monde. Alice Barbe, la présidente et fondatrice de Singa, qui est venue nous voir sur l'émission sur les réfugiés climatiques, elle en parlait. Je crois que c'est dans le reportage Netflix là, sur Cambridge Analytica. Je crois que ça coûte 10 balles grosso modo de changer l'opinion de quelqu'un ou une opinion un petit peu déviante. Donc voilà, algorithmement parlant, ça se traduit. Moi, si t'as 10 €, y a pas de souci. Du coup, très bonne transition. Merci beaucoup, Alex. On va passer à ta chronique. Alors, on se connaît pas encore très bien, donc du coup, j'ai pas encore tous les mécanismes, j'ai pas encore tous les jingles. J'ai trouvé 2-3 trucs là. Est-ce que j'ai un jingle au hasard? Vas-y, lance-moi un jingle. Parce que comme ça, allez, vas-y. C'est parti. They wanna know. Who's that girl? Mais là, je suis dans le bain là. Là, j'adore. Hein. Écoute, voilà. En fait, je t'avoue que en stock, j'avais que des trucs nuls, donc je me suis dit c'est le truc le plus sympa. C'est parfait. Je t'en prie.
Ok, donc si je suis là aujourd'hui, c'est pour témoigner du beau merdier créé par Uber. Moi, je l'ai vu déjà quand tu rentres dans une voiture vitre teintée avec un mec que tu ne connais pas, au nom de Bruno, 60 ans, calvitie naissante. Et pour couronner le tout, le mec t'offre un bonbon. Voilà. Puis je l'ai vu venir, hein, rien qu'au nom de cette application merveilleuse, Uber. Donc moi, mon voisin s'appelle Uber, il a 78 ans, une dent à son actif et une odeur familière de sardine. Alors quand ma meilleure amie me dit « Tu prends Uber, toi ?» Non, je ne prends pas Uber, non. J'ai quand même voulu essayer quand mon portable m'a annoncé que je devais marcher 4 km pour prendre un Octilien, le bus magique qui disparaît quand on a besoin de lui. Sous la pression du code promo de 5 € envoyé par 6 amis différents, j'installe ce bijou technologique et je commande mon premier Uber. Je regarde le GPS, surprise quand je vois mon chauffeur tourner sur lui-même dans un océan. Devrais-je alors te payer en bigorneau ou en moule ? Je décide d'annuler et de recommander. Un chauffeur, Ellie, est donc arrivé. Il me prévient avec toute la douceur du monde. T'es où ? T-O-U, Chula, C-H-U-L-A, descend, D-E-S-S-E-N, vite, V-I-T-E, on se respecte quand même. Et comme beaucoup de Parisiens et de Parisiennes, je me dis, plus jamais, je suis un homme de volonté, je suis heureux de vous annoncer que je n'ai pas cédé une seule fois, mais 12 fois. Voilà. Le 4e chauffeur était à 90 sur une route à 30. Je me suis dit, c'est bizarre quand même. On dirait qu'il est en retard pour aller au travail. Il était déjà au travail. On comprend un peu après ça, normalement. Puis il me dit, ça va pas fort en ce moment. Ma femme m'a quitté. Ma fille me parle plus. Je me demande pourquoi est-ce que je me lève le matin. Alors moi personnellement je sais pourquoi est-ce que je me lève, tout va bien monsieur, on avance, on va tout droit, d'accord, je tiens moi à ma vie, tenez prenez un bonbon, ça vous détendra. Voilà, le troisième chauffeur que j'ai pris et le reste des chauffeurs, donc c'était, donc là je ne lis plus mes notes puisque c'était une expérience que j'ai vécue qui est formidable. Je rentre de soirée à 2h du matin, donc après avoir bu quelques petits verres de gin tonic, le chauffeur me dit « Hey !» Je lui dis « Bonjour !» Il me dit « Toi je sens que t'as pécho des meufs ce soir hein. » Ce à quoi je lui réponds, tu dois sûrement avoir le nez bouché. Je lui dis, je joue pas dans la même team que toi. Il me dit, ah, mais tu es pédé. Je lui dis, je l'aurais peut-être pas dit comme ça, mais effectivement, oui, je ne joue pas dans la même team, comme je te disais. Il me dit, mais tu es gay, genre homosexuel. Effectivement, je suis gay et homosexuel, oui, j'ai tout le package. Merci Sherlock Holmes. Oui, merci Sherlock Holmes, thank you Sherlock. Il me dit à ce moment-là, donc là c'est un moment très 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 gênant. On a envie d'être là d'ailleurs. On a envie d'être là, il me dit à ce moment-là, il veut briser la glace, il me dit t'as joué au dernier FIFA avant de se reprendre. Ah non c'est vrai, j'avais oublié. Voilà. Donc là vraiment c'est très gênant pendant 15 minutes. Tu es seul ? Oui, je suis très seul. Au bout de 15 minutes, il décide de rompre ce silence. Il me regarde avec un petit sourire en coin. Et il décide de mettre Lady Gaga Poker Face. Donc là, je me lance dans un sermon et je lui explique que nous n'avons pas tous signé une convention pour aimer Lady Gaga. Juste à la fin de mon sermon, mon téléphone sonne. C'était bien sûr Lady Gaga Poker Face. Voilà. Donc c'était une expérience formidable. Et donc j'ai juste un petit message à faire passer à Hubert, un homme formidable. Hubert, tu commences quand même un petit peu à te faire vieux là. Il serait peut-être temps de prendre ta retraite. Bravo, voilà. Bravo Alex, formidable, franchement, quelle première. Félicitations. Que vous retrouvez, Alex, que vous retrouvez au Cabaret Sauvage. Au Jardin Sauvage. Au Jardin Sauvage. Voilà, vous ne me verrez pas avec des plumes dans le cul. Voilà. Mais c'est un autre théâtre, je crois, le Cabaret Sauvage, qui est très sympa, une péniche à côté de Notre-Dame, de feu Notre-Dame, je dirais. Ah bon ? Mais ouais, c'est très sympa. Il y avait Charlie Soignon là-bas, je crois. Ah non, Charlie Soignon, c'est le Jardin Sauvage. Ah bon, bah alors non, si on parle de la même péniche. Non, pas pour moi. Charlie Soignon qui a ouvert c'est la première humoriste qui a d'ailleurs ouvert le premier lieu de stand-up ouvert aux humoristes. Et t'es allé ou pas ? C'est sympa ? Au Barbès, ouais, j'ai joué plusieurs fois, c'est génial. Je voulais y aller, on embrasse Charlie Soignon parce qu'en fait, pour la petite anecdote, c'est une des anciennes colocs de Captain qui travaille sur les mashups avec nous. Donc voilà, le monde est petit. Et on a besoin de gens comme elle. Et du coup, formidable. On veut l'inviter dans l'émission. Charlie, si tu nous écoutes, viens nous voir.
Voilà, on a pas mal de choses à se dire, et toi, je suis sûr que tu as plein de trucs à dire, à nous partager. En tout cas, suivez Alex. Franchement, c'était terrible. On va, avant de clôturer cette émission, j'aimerais faire un petit tour de table pour que vous puissiez parler de vos actus, si vous avez un message à faire passer, parce que je crois que Victoria, tu vas partir un petit peu à l'aventure, tu vas partir sur les routes de France, voilà, pour... Exactement. En Uber, du coup, c'est tout. Non, je vais prendre le train. En fait... Première partie en Flixbus, ensuite elle fait du Uber. Oui, ensuite, bah, c'est vrai qu'après, voilà, on fait ce qu'on peut, peut-être en stop, je verrai. En fait, toutes ces découvertes au pays des alternatives, j'en fais des reportages vidéo, donc sur tous les sujets de alternatives et lutte. Et donc... Si vous voulez suivre mes aventures et surtout découvrir des alternatives, vous pouvez aller sur ma page Facebook, Vivi au pays des alternatives, comme Alice au pays des merveilles. Et donc là, le prochain projet, c'est de partir avec La Bascule et le média On est prêt. La Bascule, je t'en parlais la semaine dernière. Exactement, pour faire un Agora Tour, donc des assemblées citoyennes dans différentes villes de France, pour permettre aux citoyennes et aux citoyens d'exprimer leur voix en débattant ensemble. Très bien, bah écoute, on va suivre ça avec attention. Cool. On te suivra sur les routes du Tour de France également. Alex, Copcycle, pour ceux qui nous écoutent et qui ne nous voient pas. On a une petite actu que on aimerait que ça soit cool. C'est que donc nous on a une application et elle a été en bêta, donc en test depuis plus d'1 an. Et on avait un peu la pression de la sortir, on voulait pas la sortir et tout. Mais là, d'ici, j'espère, Inch'Allah, 1, 2, 3 semaines, on va la sortir en version stable. C'est-à-dire, en fait, en gros, là, tu peux déjà la trouver sur Android. Ouais. Genre, il faut chercher. Et là, on va la sortir sur iOS et Android en version 1.0, quoi. Très bien, bah écoutez, félicitations les gars, beau boulot Copcycle, et puis tu m'enverras les infos, on partagera ça sur nos réseaux. Voilà, si vous voulez vous lancer dans l'aventure Copcycle, allez-y, n'hésitez pas. Un autre aventurier dont on parlait, qui est au Jardin Sauvage et non au Cabaret Sauvage, on ne m'y reprendra pas 2 fois. Alors je vais corriger du coup, donc c'est Jardin Sauvage tous les mercredis à 20h. Vous pouvez réserver vos places, c'est gratuit, mais il faut réserver pour que l'on voit exactement qui viendra et pour vous analyser. Sur le site du Jardin Sauvage ? Alors on peut le faire sur le site du Jardin Sauvage et aussi sur notre page Instagram que je tiens avec du coup ce plateau que je l'ai avec mon ami Nash, que vous pouvez aussi suivre sur les réseaux, Nash Up. Et la page, c'est le Why Not Comedy Club sur Instagram. Sinon, je suis aussi sur Instagram. C'était mon activité de base. Je m'appelle Alex Flur, Flurr, un peu comme les tabourets Ikea. Voilà. Et je fais des vidéos régulièrement. Je poste des vidéos où je joue des personnages et puis voilà, c'est fun, on s'éclate, c'est génial. Hein. On va suivre tes actus. Moi, j'ai hâte de voir ce que va donner l'écriture de ton spectacle, parce que merci. On en a pris plein les mirettes là aujourd'hui. Merci. J'ai été très content on se retrouve la semaine prochaine. La semaine prochaine, gros plateau, démocratie dans le monde. On parlera on invitera un spécialiste de la Bolivie, un spécialiste d'Haïti, un spécialiste de Hong Kong, un spécialiste du Chili aussi. Donc voilà, ça bouge en France, mais ça bouge aussi partout dans le monde. On vous en parle depuis le début de la saison. Donc suivez-nous la semaine prochaine. Ça vaudra son pesant de margarita. Faites-nous confiance. Parce que franchement, sur les médias traditionnels, on n'en entend pas beaucoup parler. Donc ça sera uniquement dans votre radio connectée. Vous avez l'habitude à présent. Je finis toujours par une petite citation. Personne n'est plus méprisant envers les femmes qu'un homme inquiet pour sa virilité. C'était Simone de Beauvoir. On l'embrasse. À très bientôt. C'est fini. L'équipe de France est championne du monde. Ouais, non, je me suis dit putain, il va. Ouais.